demi-finale de Ligue des Champions. Et dans l'autre partie de tableau, l'Inter Milan va donc défier le FC Barcelone. Olivier Dacour, l'ancien interiste, là il y a le cœur et la raison vous concernant. Racontez-nous un petit peu comment vous vous positionnez là avant cette partie-là. De manière objective, hein, vous avez compris le sens de la question. Le petit sourire en dit long. On peut dire que les dernières années, l'Inter a souvent été au rendez-vous. Ils étaient en finale, ils ont perdu contre Manchester City. Mais cette année, c'est solide, il y a l'expérience et il y a du talent. Franchement, si on fait une liste basique, les plus et les moins, Laure, pas évident de se projeter. Barça-Inter, il y a des arguments solides, concrets des deux côtés. C'est en plus une opposition de style complète. Donc c'est deux équipes qui, je dirais pas qu'ils sont opposées, mais qui n'ont pas des points forts aux mêmes endroits. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Après les quarts de finale, j'ai quand même tendance à mettre encore l'Inter un tout petit peu devant. Je trouve que... Tu vois, c'est bien. Ouais. Alors, je pensais que vous alliez me dire le Barça avec Lewandowski, avec Yamal, avec Rafinha. Mais en fait, c'est juste avec des spécialistes, là, Clément. Ouais. On n'enfile pas les perles. C'est la meilleure chose que vous entendez partout, tout le temps. C'est voilà. Vous rejoignez le prisme et l'avis d'Olivier et de Laure. C'est d'ailleurs la meilleure défense de. Mais ils ont souffert quand même contre le Barça. C'est meilleure attaque contre meilleure défense là. Et c'est la 15e attaque de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a un contraste entre une défense très solide et une équipe qui marque pas non plus énormément de buts. Ouais, mais ça se projette vite vers l'avant. Ouais. C'est solide, il y a l'expérience et ils sont chiants les Italiens à jouer. Ok, donc il y a unanimité Barça finalement. Et le mental fera la différence aussi. La gestion mentale dans les grands rendez-vous. Après, il y a Barça, il y a unanimité Inter. Il y a Yamal quand même, qui est le joueur en plus qui peut faire la décision. Après, on va quand même avoir le leader de la Serie A face au leader de la Liga, Barça-Inter. Ça reste un classique, mine de rien, en Ligue des Champions. C'est vrai, il y a surtout une double confrontation qui a marqué les esprits. C'était en demi-finale de la Ligue des Champions en 2010 avec l'Inter qui avait gagné 3-1 au match aller. Et au retour au Camp Nou, les Nerazzurri avaient été réduits assez rapidement à la demi-heure de jeu à 10 après ce carton rouge reçu par Thiago Motta. Et ensuite à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. Les joueurs de l'Inter, à l'image de Samuel Eto'o, latéral gauche de Fortune, ce soir-là avait été héroïque sur la pelouse du Camp Nou. Ils se sont inclinés 1-0, mais finalement qualifiés pour la finale avec cette image mémorable de José Mourinho sur la pelouse du Camp Nou. C'est l'Inter qui, quelques semaines après, a gagné la Ligue des Champions. Là, Bertrand, c'est l'époque où vous aviez encore du respect pour José Mourinho, le triplé en 2010 de l'Inter. J'ai jamais beaucoup aimé ce que faisait José Mourinho. Je suis admiratif évidemment de ce palmarès, etc. Mais en tout cas, c'est pas le jeu que j'aime le plus voir jouer. Donc, je respecte les titres, mais... Okay. Je suis Guardiola. Quoi. Juste dernière relance, c'est pas Barça autour de la table. On est d'accord là-dessus. Il y a quasi unanimité Inter. Non, c'est un peu surprenant quand même quand on voit faire de choix. Il n'y a pas la ligne droite et après de l'enchaînement entre les deux. Mais effectivement, comme ce qui a été dit en plateau, moi je pense que les qualités de l'Inter peuvent annihiler certaines forces du Barça et je vois au Barça une fragilité défensive que je ne vois pas en face. Le match d'hier est une preuve. Le Barça s'est retrouvé à un moment donné mené 3-1 contre le Celta Vigo. Ils ont cette capacité à prendre des buts et je me dis que l'Inter est peut-être plus mature et plus sans Lewandowski probablement. Ouais. J'allais dire, vous connaissez oui, Tom. Le Barça pour le football, au moins. Pour équilibrer un peu les choses. Ça fait 5-1, mais 5 contre 1. Des arguments. Première demi-finale sans Lewandowski. C'est le cœur qui parle. Juste rapidement, Bertrand Margot, vous connaissez la télé depuis des années. Vous connaissez le principe d'un conducteur de l'émission. Mais justement, le Barça s'est imposé hier, mais le Barça a perdu momentanément Robert Lewandowski. Grosse info. Ça, c'est la première information effectivement de la journée d'hier pour le Barça, puisqu'il est sorti sur blessure et qu'il devrait être absent 3 semaines et donc rater le match aller et le match retour contre l'Inter en demi-finale. L'autre information, c'est effectivement que le Barça a vécu une après-midi mouvementée puisqu'à la 62e minute, le Celta Vigo menait 3-1. Vous avez vu le 3e but, assez invraisemblable la façon dont le Barça a défendu. Mais les Blaugrana ont ensuite réagi avec ce très beau mouvement collectif conclu par Dani Olmo. Puis Rafinha sur ce service de Yamal, 3 partout. Jusqu'à la 93e minute et ce penalty obtenu par Dani Olmo est transformé par Rafinha. Victoire au bout du temps additionnel, 4-3 donc du Barça hier contre le Celta Vigo. FC Barcelone, Inter Milan, la bonne nouvelle, regardez, c'est que ça va vite arriver dans 10 jours, mercredi 30 avril sur Canal et... La veille, mardi 29, Canal+ Foot, on sera évidemment derrière le Paris Saint-Germain. Retrouvailles avec Arsenal, le PSG bousculé cette semaine sur la pelouse d'Aston Villa. On n'est pas passé loin de la catastrophe.
Et ça, on l'avait pas vu venir. Benjamin Falanga avec Christophe Estagno. Qualification dans la douleur des Parisiens chahutés, mais le PSG a résisté. Très simple, Laure, comment vous accueillez ce match-là? Comment vous vous positionnez aussi pour la suite des événements? Je le prends plutôt entre guillemets positivement, dans le sens où je pense que c'est un avertissement pour éviter l'enflammade future. Voilà, le PSG a été monté un petit peu partout en Europe et je pense que c'était nécessaire aussi qu'ils redescendent un petit peu pour se remettre en question. Ça montre aussi qu'ils ont une marge qui n'est pas si grande que ça quand le collectif ne fait pas les efforts nécessaires. Et après, je dirais, pour terminer sur une note positive, que Donnarumma a montré aussi qu'il était capable d'être l'homme des grands rendez-vous. Et je pense que contre Arsenal, où ça va être encore plus dur, on va avoir besoin d'un Donnarumma au même niveau pour laisser le PSG dans la partie. Mal pour un bien, on passe à autre chose, ou c'est un petit peu plus préoccupant, Bertrand? Moi, je partage le même avis que Laure. Parce que la première mi-temps était vraiment accomplie et quand ils étaient concentrés, il n'y avait pas de souci, il y avait 2 buts d'écart et les choix même de Luis Enrique étaient payants, notamment celui de titulariser Barcola. Et effectivement, quand vous prêtez le flanc et que vous êtes moins impliqué en face avec une équipe qui est une bonne équipe européenne avec de la qualité, l'appui de son public, il y a un moment donné, vous perdez le fil. Et, vous pensez que cette baisse de régime-là, temporaire, n'arrivera pas contre Arsenal? Que mentalement les Parisiens seront dans un mood différent? Parce que le PSG a peur de Arsenal et ils ont raison d'avoir peur, même si l'adversaire aussi les respecte. Et je pense contre Aston Villa, il y avait l'assurance d'être meilleur avant le match, il y en avait encore plus après le match retour, il y en avait encore davantage à la mi-temps, au point qu'ils se sont dit on peut faire n'importe quoi, on va descendre, ça va le faire. Et ça l'a pas fait. Ils sont meilleurs en étant outsider en l'occurrence. C'est un peu ce côté, là ils vont retrouver le statut qu'ils ont eu avant Liverpool. Et ça mais après il y avait une forme d'insouciance, il ne faudrait pas se mettre à cogiter non plus, Margot, c'est le risque aussi. Je rejoins là-dessus, dans la mesure déjà que c'était l'équipe la plus jeune de ces quarts de finale et que ça a eu un impact sans doute à un moment donné aussi sur la gestion des émotions qui est quand même primordiale en Ligue des Champions à très haut niveau. Ils ont bien géré contre Liverpool les émotions. Ils ont bien géré. Et même là, en fin de match, ils ont quand même su les gérer. Il suffit des fois d'un petit trou de 5-10 minutes. Ils ont dû en Ligue des Champions et ça a été le cas malheureusement. Il y a un débat parallèle entre Gauthier et Bertrand. Tom. Déjà, le fait que Luis Enrique n'a fait qu'un changement, ça donne l'impression qu'il a voulu tester les joueurs. Ils ont vu qu'ils étaient en difficulté, il aurait pu faire 3-4 changements. C'est dur de rentrer dans un match comme ça. Exactement. Non, mais c'était pour leur montrer sa confiance, leur montrer qu'il. Non, bah alors Olivier Rijaune, alors développez Olivier. Non, moi je crois pas. Moi je pense que justement, ils savaient qu'il y avait tellement de tension et de mettre un joueur qui est pas prêt mentalement, qui rentre sur le terrain. Là au PSG, les joueurs, les remplaçants, ils sont pas prêts mentalement? Non, parce que quand on rentre dans un match, il suffit, on l'a vu, il suffit de rater 30. On l'a vu, on va en parler avec Lyon, il suffit de rater 15 minutes, tout de suite ils se sont fait éliminer. Et la Ligue des Champions, ça pardonne pas. Donc là, faire rentrer quelqu'un, parfois c'est difficile et c'est un cadeau empoisonné. Bon, en tous les cas, ce sera des retrouvailles. On l'a dit, il y a eu un match, Gauthier, en saison régulière. Vous l'avez revu ce match cette semaine. Important de rappeler que c'était il y a plus de 6 mois. Oui, ce n'est plus le même PSG. D'ailleurs, ce soir-là, c'est Lee qui était le numéro 9 du PSG. Dembélé avait été écarté par Luis Enrique. Ce qui saute aux yeux en voyant le match, c'est finalement le bloc poreux du PSG ce soir-là. On voit la ligne défensive du Paris Saint-Germain et ces 3 joueurs que sont Trossard à gauche, Havertz à droite et Calafiori à l'intérieur qui constamment ont réussi à trouver des espaces dans le dos de la première ligne défensive du Paris Saint-Germain. Là, Calafiori va décoller Bukayo Saka côté droit qui va se créer l'une des premières occasions de cette rencontre. Et finalement, ce pressing parisien défaillant et ce mécanisme côté Arsenal, on va exactement le retrouver quelques minutes plus tard sur l'ouverture du score de Kai Havertz avec cette fois Leandro Trossard qui va décrocher et se décaler côté gauche dans le dos justement de ce premier rideau défensif parisien et ensuite faire la différence pour trouver Kai Havertz qui va prolonger sa course dans la surface. Il faudra éviter de reproduire ces mêmes erreurs qu'on avait beaucoup vues à l'Emirates Stadium. Ça, c'est l'un des enseignements à tirer. Paris a évidemment progressé dans ce domaine depuis 6 mois. L'autre, ce sont les coups de pied arrêtés. On sait qu'Arsenal est l'une des meilleures équipes d'Europe dans ce domaine. Paris l'a encore montré hier contre Le Havre, contre Dunkerque en Coupe de France. Paris a tendance à encaisser des buts dans ce domaine. D'ailleurs, Arsenal avait marqué le 2e but sur ce coup franc de Bukayo Saka. Très simple. Olivier, dans quelle mesure faut accorder de l'importance à ce qu'on vient de voir à l'instant avec Gauthier? Oui, on sait que les coups de pied arrêtés sont dangereux, Arsenal. Et après, non, mais alors pour le coup, sous le prisme parisien, ça a fait sourire Bertrand quand on a rappelé que Lee était faux neuf. Enfin, c'était un autre monde et une autre époque. Comment on s'en sert concrètement là pour ce match qui arrive dans 10 jours?
Déjà, c'est un match aller-retour. Là, c'était juste un match aller. En plus, c'était à Arsenal. Là, je trouve que le match aller va être très important. Faut pas partir à l'abordage parce que Paris est meilleur quand elle a de l'espace. Quand ils ont de l'espace, avec Dembélé, ça va très vite. Barcola, Doué, ça va très vite. Et ils peuvent mettre cette équipe d'Arsenal en danger. Peut-être s'en servir comme d'un moteur pour dire vous vous êtes fait bouger les gars sur ce match-là. Aujourd'hui, on n'est plus la même équipe. Donc on se sert du retour face à Villa comme un moteur. On se sert d'Arsenal. Non, mais c'est pas une. C'est une demi-finale. Non, mais de toute façon, tu es obligé de trouver des. Résume votre constat. Non, mais je veux dire, le coach est obligé de trouver des bras de levier de motivation et surtout de confiance. L'idée, c'est pas de rester sur ce qu'ils ont fait contre Villa, qui était quand même un peu moyen, même un excès de confiance qui est pas du tout l'ADN de l'équipe de Luis Enrique. Donc je pense qu'il faut pointer ce qui n'a pas été contre Villa, mais aussi se servir d'Arsenal pour dire voilà, vous vous êtes fait bouger, maintenant vous allez montrer ce que vous valez 6 mois après, vous n'êtes plus les mêmes joueurs, vous n'êtes plus la même équipe, à vous de prouver votre valeur. Donc on a vu là juste sur ces images et qu'on a vu aussi mercredi mardi par moment contre Aston Villa, c'est que dès que le pressing est un peu défaillant côté parisien, tout de suite le bloc il est perméable et Paris se fait ouvrir ou pénétrer assez facilement. En quelques mots, Tom, vu d'Angleterre, la balance, elle penche de quel côté ? Je pense qu'on le voit comme un match plutôt équilibré, 50-50, parce que déjà Paris a vraiment fait peur face à Liverpool, mais là face à Aston Villa, ça a peut-être donné quelques idées à Arsenal, et on est surtout persuadé que s'il y a une équipe qui est toujours en lice en Ligue des Champions, qui peut rivaliser avec Paris en termes d'intensité, en termes d'énergie, en termes de vitesse,